Dear. Valid people. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence de Dear Valley People. Donc Dear Valley People, c'est une association loi 1901 créée par des personnes concernées. On a choisi d'être un bureau non mixte pour contrer les idées reçues et que les associations sur le handicap sont rarement dirigées par les concernés. À la base, Dear Valley People, c'est une émission de radio que j'ai créée en 2019 qui a été rejointe en co-animation par Camille Carnegues, qui est aujourd'hui la vice-présidente de l'association. Et aujourd'hui, nous sommes une association pour pouvoir faire plus de choses. La première, un rassemblement de personnes handicapées sur la thématique pour ne plus rester seul face au handicap. Autour de cette émission de radio et d'autres projets qui vont avoir lieu l'année prochaine. Et le deuxième objectif, ça va être d'être vu comme conseiller expert sur la thématique du handicap. Et ce soir, c'est une nouvelle conférence mensuelle. Le mois dernier, on a fait une conférence sur la relation au corps en étant en situation de handicap. Et ce soir, dans la lignée de cette thématique, on s'est dit, après avoir parlé relations au corps, parlons relations aux autres, et notamment avec un type de handicap qui n'a pas été beaucoup traité dans l'émission jusqu'à maintenant. Donc ça nous permet de redresser le tir. Donc ce soir, la thématique, c'est quelle relation on peut avoir quand on est sur le spectre auditif. Et ce soir, je suis accompagné de Anaïs Klein. Bonsoir. Comment ça va, Anaïs ? Très bien, je suis contente d'être là. Bonsoir à tous. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et qu'est-ce que t'évoque cette thématique du mois, la relation au monde sur le spectre auditif ? Oui, bien sûr. Moi, je me présente, je m'appelle Anaïs Klein, j'ai 31 ans. Je suis malentendante depuis ma naissance, plus ou moins, avant qu'on le sache. On l'a pas su tout de suite. Et je trouve ça hyper intéressant. Moi, j'ai rencontré Damien sur les plateaux de stand-up. On est humoristes tous les deux. Et il a su que j'étais malentendante parce que j'en parle sur scène. J'en parle et je fais des blagues. Et principalement, moi, j'en ris dans la vie de mon handicap. Et c'est Damien qui m'a conviée à cette conférence. Et c'est vrai que j'ai été surprise au début parce que je me disais non mais moi je suis pas assez sourde, Damien, je peux pas participer à cette conférence. Et il m'a dit mais t'es quand même en situation de handicap et ça te touche et viens raconter comment ça te touche dans ta vie de tous les jours. Alors moi je m'en suis un peu, je joue avec et je le vis hyper bien. Moi j'ai la chance d'avoir été bien entourée, d'avoir été appareillée assez tôt pour pouvoir survivre dans ce monde fou parmi les entendants. Donc moi je vois pas ça, personnellement ça me pose pas trop de problèmes et les seuls problèmes que ça me coûte de non-compréhension avec les autres ou d'entendre des choses qui ne sont pas vraiment ce qu'on m'a dit, j'en parle sur scène et j'en fais des blagues. Donc voilà, c'est ça. Est-ce que c'était vraiment la question que tu m'as posée ? Je vais répéter ma question, mais pour l'instant, deux choses, parce que je suis allé un peu trop vite en besogne. Première chose, la conférence est enregistrée, c'est pour ça que nous avons des micros et que nous parlons dedans, c'est que tout est enregistré pour pouvoir être disponible sur les plateformes de podcast, YouTube et Radio FM+, qui nous accompagne depuis le début de l'émission. Il y a aussi un micro sans fil
qu'on pourra vous faire passer si jamais vous avez des questions. La conférence a but d'être interactive, donc n'hésitez pas à nous couper, à lever la main. Ce charmant monsieur vous viendra à vous tendre le micro. Et deuxième chose que j'ai oublié de dire, c'est que la conférence est traduite en langue des signes par Thaïs. Et je remercie de sa participation pour des raisons évidentes de la thématique du mois. Donc ma question c'était aussi qu'est-ce que t'évoques la thématique et notamment ce terme de spectre auditif dont on a choisi pour être un peu provoquant quelque part et aussi pour commencer à parler d'un certain stéréotype. Est-ce que toi ça te parle ? Oui, enfin le spectre du coup ça veut dire que c'est un large spectre et qu'on n'est pas tous égaux même dans ce handicap-là. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi je me considérais pas assez sourde pour participer à cette conférence parce que tu m'as très vite dit que si j'avais ma place quand même. Qu'est-ce que ça m'évoque l'importance de parler de nous aussi en fait. On est là aussi. C'est sûr que c'est pas visible comme handicap, mais on est là aussi et c'est bien que les gens fassent attention à nous sans nous mettre sur le devant de la scène. Mais quand on dit une fois qu'on entend mal, c'est bien que les gens l'enregistrent et fassent attention ensuite, quoi. C'est ça que je me dis. Et c'est pour ça que je suis très contente d'être là et de participer à ce podcast. Et merci à toi d'être là. Tu as dit un truc très intéressant, tu as déjà dit 2 fois, tu as dit « je ne suis pas assez sourde ». Est-ce que tu peux développer, est-ce que tu peux parler de cette relation que tu as avec ta malentendance, parce qu'au final c'est pas une surdité, c'est peut-être une première distinction à faire qui est importante. Ouais, parce que moi je l'ai toujours plutôt bien vécu entre guillemets, c'est bizarre de dire ça, mais comme ça a été détecté assez tôt, j'ai été appareillée assez tôt. Du coup, j'ai toujours vécu avec mon appareil et le fait que j'entende pas. Du coup, ça m'a jamais... Enfin, si, ça m'a posé des soucis, mais j'ai fait en sorte d'en rire ou de faire une galipette pour que ce soit pas moi le problème, mais bien la personne en face. Oui, je me disais que j'étais pas assez sourde parce que, par exemple, moi, je ne signe pas, je lis beaucoup sur les lèvres et dans un groupe, par exemple, c'est que... Je sais pas, dans un groupe d'écriture de stand-up, par exemple, je vais pas me présenter en disant je suis malentendante, faites attention. J'y pense une fois que la situation se présente, quoi. Quand j'entends pas quelque chose, là, je le précise. Et c'est pour ça que je disais à Damien que je suis pas assez sourde, je me sentais pas légitime de participer à la conférence en disant non, mais moi, j'entends bien et je suis appareillée, j'ai cette chance. Mais Damien m'a fait comprendre que quand même, oui, c'est important d'être là et de parler de tout le spectre, justement, le spectre auditif dont tu parlais, de parler de toutes les strates des gens qui n'entendent pas, et j'en fais partie, effectivement. Je parle un petit peu de cette distinction entre sourd et malentendant. Est-ce que toi, c'est un amalgame oui. Avec lequel tu as vécu? Est-ce que les gens ont souvent cru que tu étais sourde alors que tu n'es que malentendante? Oui. Bien sûr, ouais. C'est la blague que je fais sur scène, que tu connais, quand je dis à quelqu'un que je suis malentendante parce que j'entends pas. Je mime cette personne qui fait des mauvais signes pour me comprendre, enfin pour se faire comprendre, ou au contraire qui me hurle dessus. Et c'est ce que je dis, genre c'est pas à partir du moment où je dis que je suis malentendante que je perds mon audition entièrement. Et du coup, j'ai encore perdu ta question, Damien. J'ai très peu de concentration aussi. Non, je demandais simplement si tu avais vécu avec cette amalgame entre malentendante et sourde. Et au final, il y a aussi des choses que vous m'avez apprises pendant cette visio de préparation de la conférence. C'est que les gens, il y a aussi un amalgame sur le fait d'être signant ou de ne pas être signant. Ouais. Mais déjà, à partir du moment où je dis que je suis malentendante, on me considère sourde. C'est dans la tête des gens, c'est sourde, elle entend rien. Ou une mauvaise blague aussi de dire ah t'es une vieille dame, t'es une dame âgée.
Il y a vraiment toutes sortes de gens de 0 à 100 ans qui n'entendent pas ou qui entendent mal. Du coup, c'est ce genre d'amalgame qu'on fait où on signe cette mauvaise blague aussi de parler avec une voix renfrognée et de signer devant moi. C'est à peu près à chaque fois que je dis que je suis malentendante, ouais. Mais pas sourde, c'est ça que je dis parce que j'ai une oreille qui entend mal, mais qui entend, qui n'est pas appareillée, et une autre oreille appareillée. Donc je suis pas sourde, je suis malentendante simplement. Et donc, justement, cet appareillage, depuis quand tu es appareillée, Anaïs, et quel changement ça a eu dans ta vie d'être appareillée? Eh ben, moi, je suis appareillée depuis que j'ai 14 ans environ, du coup, ça fait une quinzaine d'années. Et le changement, ça a été presque radical, quoi. Au niveau de la sociabilisation, de l'école, j'étais encore à l'école. J'ai un petit peu loupé une année parce que on savait pas que j'étais malentendante. Et ça allait bien avec ma personnalité aussi parce qu'on me considère un peu dans la lune. Du coup, j'étais juste dans mon coin, dans ma bulle, comme les non-entendants ou les sourds qui restent dans leur coin parce que le monde extérieur ne les touche pas forcément. Et mon appareil, moi, ça m'a un peu sauvée sur plein d'aspects sociaux, notamment le rapport aux autres et pouvoir être une jeune fille de 15-16 ans qui va à des booms ou qui participe à des soirées ou qui peut discuter avec les gens dans un groupe sans être mise de côté malheureusement. Moi, l'appareil c'est mon meilleur ami maintenant. Je m'en sépare pas. On a une première question. Bonjour. En fait, tu n'as pas été appareillée avant parce que le diagnostic n'avait pas été posé. Oui, tout à fait. Ok. J'ai eu des aérateurs régulièrement chaque année. C'est quoi des aérateurs? Alors c'est une sorte de... Visuellement, ça fait un peu un sapin de Noël qui est mis dans le tympan pour aérer les différentes couches du tympan. Et ça, en général, c'est sur les enfants qui ont beaucoup d'otite. Alors, je suis pas médecin. Il est possible que je dise comme des bêtises. Des diabolos, des choses comme ça. C'est des diabolos. Ce sont des diabolos. D'accord. Donc ça, en général, on fait ça 5 à 6 ans. Encore une fois, je suis pas médecin. Il est possible que je dise des bêtises. Hein. Et suivant ça, en général, l'oreille se répare toute seule et ensuite, les gens peuvent vivre leur vie normalement. Sauf que moi, on s'est rendu compte que je n'entendais pas. C'est des tests qui ont été faits par mes parents et par les médecins ensuite. Si j'étais de dos, je répondais pas. Si on m'appelait et que j'étais de dos, je répondais pas. Mais même moi, je m'en étais pas forcément rendu compte parce que c'était ma façon de vivre et d'être dans ma petite bulle. Et du coup, quand ça a été diagnostiqué, j'ai été très bien accompagnée par mes parents. Ils sont très vite occupés. J'ai été appareillée dans l'année. Et à l'école, personne s'était rendu compte? T'avais pas de troubles d'apprentissage? Si, justement. Alors les profs me mettaient au premier rang en disant elle entend pas très bien, faut faire attention, parce qu'on savait que j'avais des aérateurs, mais on savait pas à quel point j'entendais pas. D'accord. Et du coup, ils ont essayé de faire attention, mais c'est vrai que ils ont beaucoup d'élèves et ils ont beaucoup de petits cerveaux à s'occuper et je suis passée un peu à la trappe aussi parce que j'ai rien demandé et que ça m'arrangeait bien d'être dans mon coin et d'embêter personne, d'être embêtée par personne. Mais une fois que j'ai été appareillée, c'est sûr que là, ça a été beaucoup mieux. Il y a une deuxième question. En attendant, je te rassure, Anaïs, les médecins disent des bêtises aussi. C'est parce que ce sont des médecins qui savent tout. Oui, c'est vrai. Oui, bonjour, c'est Cathy. Je suis malentendante aussi, mais j'ai pas très bien compris. Vous avez porté des diabolos depuis. C'est pour vous situer. On vous a quand même diagnostiqué votre malentendance dès lors que vous avez porté des diabolos ou c'est après? C'était après, ouais. Pardon, dites-moi. Parce que pourquoi on vous a pas fait des tests auditifs dès qu'on vous a posé des diabolos? Il y en a eu, mais ils considéraient que c'était assez stable encore. Ah. C'était pas un stade de malentendance, c'était juste une petite baisse de l'audition. Et en fait, en grandissant, les médecins s'étaient dit qu'à la fin de ma croissance, tout serait réparé par magie. Eh bien non, à la fin de ma croissance, ça n'était pas réparé et j'ai été appareillée. Du coup, j'ai eu des diabolos de mes 5 à 10, 12 ans, je pense. Ensuite, on m'a laissé respirer un petit peu et j'ai été appareillée vers mes 14 ans. Je dis on m'a laissé respirer un petit peu parce que c'était des rendez-vous chez l'ORL et chez les médecins et
des heures d'écoute de sons étranges pour savoir si j'entends ou pas chez l'ORL. D'accord, mais alors, vous avez ces problèmes d'oreille depuis la naissance Non, Oui, on pense. oui, c'est des otites. C'est ça. Oui. Pour commencer, pour faire toute l'histoire, je suis née à la ventouse. Donc les médecins pensent que c'est ça qui a décalé tout mon système ORL, qui a ensuite engendré des otites à répétition et des sinusites, et tout ça a fragilisé mes oreilles. Et ensuite, elles ont pas pu s'en remettre aussi facilement. Du coup, le tympan a été abîmé, et il le sera toujours. D'accord, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a des malentendants dans votre famille? Non. Ah non, Je suis la seule, c'est ouais. pas génétique alors? Non, D'accord. pas sur ce coup-là. Les médecins pensent que c'est ma naissance qui a provoqué tout ça. Ok. Parce que nous, on fait partie de sur 10-34 Oui. et la plupart, c'est génétique. Ah ben ouais, mais pas dans mon cas. Voilà. Ou alors ça n'a pas été décelé aussi, c'est possible. C'est devenu avec l'âge, la plupart. Ouais. Mais c'est possible que mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents n'entendaient rien mais ne savaient pas ou vivaient comme ça. C'est possible, mais je n'en ai pas l'information. Bon, merci. Je vous en prie. On vous suit sur le prescription. Quand vous parlez. Ah, super. Je ne savais pas du tout. Quand on ne comprend pas, on lit Ok, prescription. super. Anaïs, est-ce que tu peux nous décrire ce que tu entends et qu'est-ce que tu n'entends pas? Dans quelle situation tu entends? Dans quelle situation tu n'entends pas? Et au final, qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a des choses à faire? Alors, il me semble que j'entends pas les voix très graves, les basses. Je me souviens d'un prof de mathématiques en 5e qui avait une voix très grave. J'en jouais un peu, mais c'est vrai que j'entendais pas tout ce qu'il disait. Et ensuite, on en parlait avec Camille qui va arriver. Moi, c'est surtout la fatigue de lire sur les lèvres et d'avoir énormément de sons. Une soirée stand-up, par exemple. Au bout de 2 heures d'une soirée stand-up avec beaucoup de rire, beaucoup de musique, beaucoup de gens qui parlent en même temps. Au bout de 2-3 heures, moi, je suis très, 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 très fatiguée et je lis plus trop sur les lèvres et j'ai même l'impression que mon cerveau me protège et entend encore moins pour me fatiguer, enfin pour moins me fatiguer. Sinon, qu'est-ce que j'entends pas? J'entends pas quand on me parle dans le dos, par exemple. Même si le micro de mon appareil est derrière, il faut vraiment que je sois en face des gens parce qu'en fait, je lis principalement sur les lèvres aussi, sans forcément faire attention. Quand les masques sont apparus quand il y a eu le Covid, là, je me suis rendu compte que vraiment, j'avais besoin de voir le visage entier des gens. Et au-delà de lire sur les lèvres, c'est aussi les expressions de visage. Je déduis beaucoup. Alors des fois, ça fait des situations où c'était pas du tout ça. C'est pas grave, ça met des petites choses qui sont pas vraiment ce qui se passe. Mais je remarque que je déduis beaucoup. Même quand j'entends pas un mot dans une phrase. Mon cerveau a un travail extraordinaire, il déduit, il met un verbe à la place et souvent ça fonctionne. Ouais. Et quand ça fonctionne pas, c'est drôle. Je pense que c'est un travail qu'on fait nous aussi les entendants, où il y a beaucoup le cerveau qui vient compléter. Oui. Et quand on n'entend pas, bon, des fois à mal, souvent à souvent. mal d'ailleurs. Mais en effet, l'expression de visage aussi, je pense qu'on n'en parle pas assez, à quel point c'est important, même dans la conversation pour nous, les entendants. Et je pense que c'est aussi pour ça que quand on signe, il y a aussi une très forte expression du visage qui est très importante à prendre en compte, comme on peut voir chez Thaïs depuis le début de la conférence. J'ai une autre question. Oui. Tu parlais tout à l'heure de sensibilité ou de concentration, de fatigue. Est-ce qu'on peut inclure dans le spectre auditif une douleur ou une souffrance liée à trop de bruit, mais chez une personne entendante ou pas du tout? Je ne sais pas si ma question est claire. Je ne suis pas sûr. Est-ce que être entendant mais sensible
au bruit et avoir besoin de concentration quand il y a des bruits de partout et pouvoir maintenir une conversation, ça fait partie du spectre auditif ou pas lorsqu'on est entendant? Je ne Où il sais faut pas, avoir- mais je pense que c'est des parallèles et des points communs, comme l'hypersensibilité dans le Ouais. cas des personnes qui sont sur le spectre autistique. Ouais. Je pense que là aussi, il y a une sensibilité sonore qui peut se rejoindre à la sensibilité sonore quand on est malentendant ou entendant d'ailleurs. Après, moi, c'est pareil, la notion de bruit dans les soirées de stand-up. Mais j'y suis aussi sensible, mais pour d'autres raisons. C'est que moi, en étant en fauteuil roulant, il y a une forme de fatigue chronique dans ma pathologie aussi, ce qui fait que ça aide pas du tout. Donc, je pense qu'il y a peut-être des distinctions à faire, mais encore une fois, c'est là où on voit que ça se raccroche et qu'en fait, les handicaps sont jamais très très loin les uns des autres. Oui, il me semble qu'il y a une sorte de pathologie chez les entendants qui sont très 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 sensibles au bruit. J'en ai rencontré une la dernière fois et c'était une entendante et c'est juste que comme nous, enfin comme, mais bon là c'est les entendants, c'est oui très sensible au bruit, au gros claquements, au son des sachets par exemple, de sachets Kraft. Je sais que ça existe. Ouais. Oui. Et je pense que ça peut se rapprocher de ça aussi. Pardon. Bonsoir. Oui, je Bonsoir. confirme que ça existe, pas pour moi, mais Oui. pour quelqu'un que je connais très bien. Donc, Oui. Je crois que ça s'appelle une hyperacousie. Oui, voilà, crois. ouais, Mais je suis pas médecin, donc d'entendre même une oreille entend normalement et une autre est trop sensible. Oui, c'est donc ça, des trop. plis de vaisselle, par exemple, des papiers. Etc. Moi, les deux questions que je voulais poser, c'est est-ce que vous êtes appareillé de façon classique? C'est quoi vos appareils? Ce sont des prothèses auditives classiques ou bien des implants cochléaires? Non, ce sont des prothèses. C'est une prothèse auditive. D'accord. Et est-ce que, depuis que vous avez eu les troubles, je crois, à l'adolescence, Oui. est-ce que votre perception de la musique a changé, ou a disparu, ou est revenue? Enfin, voilà. Non, j'ai toujours aimé la musique. C'est vrai que c'était une de mes plus grandes peurs de plus pouvoir écouter de la musique. Non, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup changé. J'aime toujours autant ça. Après, c'est vrai que j'aime aussi le silence. Quand je reviens de soirée ou que des grosses semaines, des grosses journées, j'aime bien qu'il n'y ait pas de bruit du tout. Mais non, ça... Ouais, non. Mais ça n'a pas tant changé mon rapport à la musique, non. Je pense que c'est avec l'âge aussi que ça a changé. J'écoute des trucs plus doux aujourd'hui, mais parce que... Et tu es devenu mature Plus douce aujourd'hui, aussi, Anaïs. tout à fait. Tu as parlé de quelque chose que je trouve très intéressant. Tu parles que des fois tu aimes bien dans le calme et aussi tu m'as parlé durant la préparation que des fois tu étais dans ta bulle mais que c'était bien des fois d'être dans ta bulle. Est-ce que tu peux Oui, nous ouais, parler un peu de ça? je pense que ça part d'une protection quand j'étais petite, de me dire, bon, ben, j'entends pas, puis à force de forcer pour essayer d'écouter, de participer aux conversations, tu te dis, bon, ben, autant que je reste avec moi-même, on est bien avec moi, donc allons-y. C'est ce dont on parlait pendant la préparation. Je sais pas si c'est ma personnalité de base d'être un peu dans la lune et de vouloir me mettre dans une bulle de temps en temps. Et puis après, je suis devenue malentendante, ou est-ce que c'est le fait d'être malentendante qui a créé ce trait de ma personnalité aussi? Après, je dis ça, je suis hyper sociable, tout ça, je sors beaucoup et j'aime discuter avec les gens. Mais c'est vrai que je me souviens plus de ta question déjà. Je m'embarque dans des digressions et... Ah oui, être dans ma bulle. Ça me va très bien, de temps en temps. Comme, du coup, on fait du stand-up. Moi, je suis comédienne. J'ai affaire à être avec... Non, je vais recommencer ma phrase. J'ai affaire... Non, je suis souvent avec beaucoup de gens. J'arrive pas à faire ma phrase. Et du coup, des fois, je vois que... Je pense aussi que c'est ce truc dont je vous parlais tout à l'heure, de mon cerveau qui me protège. Quand c'est trop, qu'il y a trop de bruit, qu'il y a trop de gens, qu'il y a trop de choses à devoir répondre, parler... Cette petite protection de bulle, je pense que ça me va, que c'est un peu pour mon cerveau, un peu pour moi. Et puis, moi, ça me permet d'écrire des textes et ça me va très bien de temps en temps de me dégager de ça.
à parler d'une autre petite chose avant de faire une petite pause. Tu m'as dit une chose que je trouve assez dingue, c'est les gens ne te croient pas. Ah oui, oui, c'est vrai. Parce que je suis dans le monde, parce que je suis, parce que ça se voit pas, ça se voit pas trop. Un appareil auditif aussi. J'ai des longs cheveux. Mon appareil est de la couleur de mes cheveux. Ça, c'est mon prothésiste qui avait fait ce choix que je trouve sympathique. Des fois, quand je dis que je suis malentendante, que j'entends mal, et même avec des amis que je connais depuis très très longtemps, qui ont juste zappé cette info. Et qui me disent mais non mais c'est une blague, et je dis bah non, je ferai pas ce genre de blague, c'est pas marrant, non mais c'est une blague, et je dois montrer mon appareil carrément pour être crue, parce que je parle avec une voix relativement claire, que je signe pas, les gens ne me croient pas, et c'est l'amalgame sourd malentendant dont on parlait tout à l'heure aussi, quoi. Que si je sais pas signer, forcément j'entends. Et tu disais que ça pouvait être le cas avec des amis proches qui te connaissent depuis longtemps. Je me demandais qu'est-ce que ça te fait, ça justement, que des gens proches ne te croient pas toujours, oublient, préfèrent le mettre de côté. Je te pose cette question parce que moi c'est un peu un cas similaire où en fait les gens préfèrent oublier mon handicap, croient que c'est aussi un compliment d'oublier mon handicap, Oui. et que mais en fait pour moi c'est de la mise en danger en fait dans mon cas. Donc je sais pas toi comment tu perçois la chose. Mais c'est vrai que de faire ça sous sorte de compliment, de ah ben on dirait pas, on lui dit bah ouais ben c'est le cas. Est-ce que ça va changer ta perception de moi? J'attends de voir. Mais oui, non, moi en vrai, comme je l'ai dit au début, j'ai toujours été très bien entourée. On m'a toujours très bien expliqué. Et puis comme je l'ai depuis que je suis toute petite, comme j'entends mal depuis que je suis toute petite, j'ai grandi avec, évolué avec, et je le vis plutôt bien. Donc comme je disais, moi ça me fait rire quand on me croit pas, et tant pis. Enfin, tu vois, c'est pas. Oui, ça fait le fameux tri que le handicap fait très bien, quoi. Oui, c'est voilà. un filtre à con. Un peu, ouais. C'est vrai que ça aide. Donc, on accueille avec nous notre deuxième invité, donc Camille Ternissen, qui est présidente de Surdi 34. Tout à Bonsoir fait. Camille. Bonsoir. Je suis ravie d'être là. Merci de m'avoir invité. Je suis ravie Avec, de te voir en chair. Avec plaisir, avec plaisir. Donc là, on a pas mal parlé d'analyse sur la première partie. Est-ce que toi, tu peux un peu te présenter aussi à nos spectateurs et dire qu'est-ce que t'évoque pour toi la thématique du mois, donc la relation au monde qu'on est sur le spectre auditif? Alors, j'ai beaucoup de similitudes avec notre premier invité. Moi, je suis donc née avec un problème d'audition, et je n'ai pas que ce problème d'audition, puisque ma maman avait la rubéole quand elle était enceinte de moi, ce qui m'a fait pas mal de malformations cardiaques notamment, et d'autres problèmes un peu plus intimes, on va dire. Donc du coup, donc je suis née avec ce problème. Enfin, pour moi, je croyais que c'était normal d'être comme ça. Et c'est qu'après, les gens autour de moi ont vu que j'avais un problème d'attention, que je répondais pas quand on m'appelait. Enfin, je pense que c'est la même chose pour toi. Hein, donc, et j'ai été appareillée à l'âge de 6 ans. Donc, c'est quand même un peu tard. Mais à l'époque, vous savez, on testait pas les enfants. Hein, maintenant, dès qu'ils sont petits, enfin à la naissance, on essaye de savoir tout de suite s'ils sont entendants ou malentendants. À l'époque, ça se faisait pas.
Donc voilà pourquoi j'étais appareillée à 6 ans. Et voilà pourquoi je lis très bien sur les lèvres aussi, parce que le fait de pas entendre, on cherche une compensation pour comprendre. Donc du coup, je suis une très très bonne enfin, je lis très très bien sur les lèvres, même de côté. Enfin, c'est voilà. Et aussi, je suis ravie d'être là aussi pour pouvoir parler justement de cet handicap invisible. Qui est mal vu, mal compris, et souvent on assimile les personnes malentendantes au monde des sourds. Et ça, c'est un truc qui me gêne vraiment, parce que c'est pas du tout la même communauté. Je suis désolée de parler de communauté, mais c'est vraiment ça. Voilà. Donc les gens, par exemple, quand je dis je suis malentendante, ils me disent ah donc tu signes. Bah non, en fait, j'entends quand même, donc je ne signe pas. Voilà. Oui, on a pu en parler déjà avec Anaïs. Moi, tu m'as parlé de quelque chose durant la préparation qui m'a étonné, mais qui m'a encore démontré que le monde médical était loin de tout savoir. Tu me disais, lors d'une expérience à l'hôpital, tu disais que tu étais malentendante et donc automatiquement ils ont ramené une personne signante. Et là, je comprenais encore moins parce que du coup j'avais pas mon appareil, j'entendais rien, et on me met une personne signante, mais qui avait le masque, hein, parce que dans le milieu, en plus c'était dans le milieu hospitalier, de toute façon, Covid ou pas Covid, ils ont tous les masques, donc je ne pouvais pas lire sur ses lèvres. Je vois un monsieur qui fait la moue, qui a l'air de dire qu'il est pas d'accord avec moi. Et en fait, donc je dis non, je me dis bah vous êtes sourde ou vous n'êtes pas sourde? Bah je suis malentendante. Là j'ai pas mon appareil, donc pour le coup je suis sourde, mais je ne signe pas, voilà. Et là il savait pas comment communiquer avec moi, donc je lui dis mais baissez votre masque, ça suffit juste, hein, en fait, ou n'importe qui, vous me parlez normalement et je vais vous comprendre. Et voilà, faut toujours expliquer. Oui, donc encore une fois, ça fait partie un peu de ces surréactions dont on parlait tout à l'heure avec Anaïs, les gens qui essayent de articuler, de crier, ouais. Ben en fait, rien de tout ça n'est utile. Mais en fait, c'est parce que c'est un handicap invisible. Je pense que quand on voit une personne avec un handicap, on va s'adapter. On va dire un problème pour marcher, je vais me pousser, je vais la laisser passer, une personne malentendante, c'est des vieux schémas, des vieilles, enfin je sais pas, ils s'imaginent qu'en criant on va mieux comprendre, ils s'imaginent qu'en articulant comme des dingues on va mieux comprendre. Enfin bon, mais c'est une question d'éducation, hein. C'est juste ça, hein. C'est l'incompréhension, la méconnaissance en fait. Oui, au contraire, on en avait parlé, le surarticuler, ça nous perd encore plus. Quoi. Ouais. Il faut pas parler normalement. Ouais. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais moi, je sais. Donc, toi, Camille, tu es appareillée du côté droit. Oui. Contrairement à Anaïs qui est du côté gauche. Ouais, là, on n'est pas... pas du bon côté. Est-ce que ça, justement, c'est quelque chose qui fait partie d'une mise en accessibilité, je dirais, entre guillemets, c'est de faire attention à de quel côté vous écoutez, à quel côté on vous met... Enfin, je parle notamment au primaire, à l'école. Est-ce qu'on devait faire attention à ça? À quel côté on vous plaçait dans la classe? Alors, moi, encore une fois, c'était une autre époque, même si ça se voit pas, je suis pas si jeune que ça. Du coup, à l'époque, on faisait pas ce genre de choses, quoi. Enfin, en plus, moi, j'étais plus grande que tout le monde. Donc, comme j'étais grande, on me mettait au fond de la classe. Et du coup, j'entendais pas, encore moins, hein, déjà que j'entendais pas beaucoup. Mais comme j'étais grande, on me mettait au fond de la classe. Et alors qu'il aurait fallu que je sois devant. Voilà, enfin non, moi j'ai pas eu cette chance d'avoir été accompagnée pendant ma scolarité, quoi. Moi, j'en ai parlé tout à l'heure, oui, j'ai été super bien accompagnée. Ouais. Mais c'est surtout, là, tu parles... Moi, je pense à aujourd'hui, plutôt, je sais que j'ai une oreille qui marche moins bien que l'autre. C'est moi qui m'adapte vachement. Je sais que, par exemple, quand on marche dans la rue, je dis à la personne, attends, passe de l'autre côté, je t'entends mieux là. Ou
Encore une fois, les soirées stand-up, parce que c'est là où je passe la plupart de mon temps. Quand tu sais, nous, on organise des soirées stand-up, donc des fois, on se fait des petites messes basses pour organiser quelque chose juste après, pendant qu'il y a quelqu'un sur scène. Ça aussi, je sais que les gens avec qui je travaille savent qu'il y a une oreille dans laquelle me faire les messes basses et pas l'autre. Et ça met des situations un peu bizarres. Des fois, on dirait qu'on va s'embrasser avec les personnes parce que ça fait non, là, viens là. C'est plutôt rigolo, mais ça va. Moi, c'est moi qui m'adapte. Comme ça, je suis sûre que j'entends tout. Oui, je fais pareil, je m'adapte. Je me mets toujours à un endroit où je vais mieux entendre, où je vais mieux voir. Voilà. Moi, ce que je trouve fou quand même, c'est que vous avez besoin de vous adapter, mais aussi même dans le monde du handicap, vous n'existez pas réellement, c'est-à-dire que vous êtes entre les deux. Oui, entre les sourds et les entendants, il y a des malentendants et vous n'existez pas. C'est vrai, on n'est pas entendant, on n'est pas sourd, on est malentendant. C'est comme je le disais à la vidéo, on est un peu des métis, quoi. Enfin, on est au milieu et on sait pas trop où nous placer. Même pour les dossiers MDPH, administratifs et tout, on vous demande vous êtes sourd ou pas sourd. Bah non, ni l'un ni l'autre en fait. Et donc c'est toujours, on s'adapte. Hein. On s'adapte. Et justement, on en a un petit peu parlé avec Anaïs déjà, mais la question des prothèses, est-ce que la prothèse vient régler le problème? Est-ce que par la prothèse, vous devenez entendant, entre guillemets? Alors, une prothèse, ça reste une prothèse. C'est une aide auditive, c'est pas la solution miracle. On n'entendra jamais comme quelqu'un qui entend bien. Enfin, qui entend des deux côtés, en tout cas. Après, moi, comme je disais la dernière fois, je trouve que c'est un handicap avantageux. C'est-à-dire qu'on peut, pour le coup, enlever son appareil et être dans le monde du silence, du calme, de la sérénité, voilà. Et quand on a envie d'entendre, voilà. Après, comme je le disais aussi la dernière fois, c'est que j'ai de la chance d'avoir un appareil qui marche très très bien, parce que j'ai été très pénible pendant les réglages. J'ai fait 18 visites en un mois pour les réglages quand même. Donc c'était intense, mais la fille pleurait, hein, l'audioprothésiste, elle pleurait à la fin. Je lui ai dit, mais oui, mais moi j'ai qu'une seule oreille, madame, donc je peux pas me permettre. Et en plus, je suis présidente d'une association de personnes malentendantes, donc je teste aussi les boucles magnétiques, donc j'ai besoin d'avoir vraiment le top. Et à force d'y aller, j'ai obtenu ce que je voulais. Mais ce que je voudrais aussi dire, c'est qu'il y a des personnes qui sont appareillées et qui n'osent pas aller déranger leur audioprothésiste. Moi, j'ai entendu ça plein de fois. Oh oui, mais je veux pas aller le déranger. Mais oui, il faut y aller. Enfin, si vous avez un appareil auditif que vous entendez pas bien, mais allez-y jusqu'à ce que vous entendiez bien. C'est le rôle de l'appareil et c'est son métier à l'audioprothésiste. Et même au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque que ça soit douloureux pour la personne, un appareil qui soit mal réglé avec des acouphènes, par exemple, ou des sons qu'on n'est pas censé entendre? C'est vrai que quand on met, même les personnes qui ont l'habitude de porter un appareil, quand on change d'appareil, c'est très compliqué pendant un petit moment. Hein, Encore de l'adaptation. C'est encore de l'adaptation, voilà. Donc c'est vrai que c'est très très compliqué parce que c'est des nouveaux sons. Alors moi moi j'ai un appareil donc qui marche très très bien, mais donc j'entends des choses que j'entendais pas avant ou mal. Et là je les entends. Je pense à peu près comme tout le monde, je pense, hein, mais comme je ne connais pas le vrai son. Alors du coup, tous ces sons nouveaux, ça m'a donné des acouphènes. Alors bien sûr, c'est le revers de la médaille. Vous entendez mieux, mais vous allez avoir une autre pathologie. Mais qu'est-ce que c'est des acouphènes par rapport au confort de la compréhension et de la vie sociale? Moi, j'en parlais tout à l'heure, j'entends mieux, mais j'ai mal à la tête quand c'est trop. Enfin, je peux pas. Je manque de concentration quand il y a trop de bruit, par exemple. Et moi, je voulais ajouter, oui, allons chez les prothésistes pour nous faire régler nos appareils, parce qu'ils sont là pour ça. Mais je sais aussi, et je tiens à le dire ici, qu'il y a des gens qui ont la possibilité d'être appareillés, ou même qui ont des appareils, mais qui ne veulent pas les mettre.
Je Oui. comprends que ce soit très très compliqué Ouais. et que ça change quand on a vécu une vie avec l'oreille qu'on a et que d'un coup on nous propose d'entendre 6 fois mieux ou 15 fois mieux. Je comprends que ce soit hyper déstabilisant, comme tu dis, entendre des sons qu'on connaît pas. Ça peut être violent aussi. Moi, je me souviens du bruit de la ville, les voitures, les klaxons au loin, entendre l'autoroute au loin aussi, le bruit que ça fait, dis donc. Incroyable. Je comprends. Je sais que par exemple, j'ai une copine d'amis, enfin une amie d'amis, qui a du mal avec la radio dans la voiture, qui a été habituée à l'entendre toujours de cette façon. Et avec les appareils, comme c'est un habitacle fermé, ça fait un son particulier, surtout un son de radio. Mais moi, je veux dire qu'il faut mettre ces appareils. Enfin, je propose. Les gens font ce qu'ils veulent, bien évidemment, mais c'est important. Il y a cette petite adaptation, ce temps. Ça peut durer quelques jours comme quelques mois. Moi, c'était quelques mois. Mais ça vaut vraiment le coup de se faire un peu violence, d'entendre des nouveaux sons, d'avoir cette gêne aussi. C'est pas forcément agréable. Au début, ça fait mal à l'oreille. Il faut que l'oreille s'y fasse parce qu'il y a quelque chose dessus. Mais je trouve et je pense que c'est trop important pour ne pas les mettre. Mais c'est vrai, quelqu'un qui a pas l'habitude de porter les appareils et qui doit en porter, il y a un temps il y a un temps d'assimilation. C'est-à-dire que nous, on a une personne dans notre association qui ne les mettait pas. Il n'entendait rien. Donc, il ne communiquait que par la transcription sur le téléphone portable. Et on l'a embêté jusqu'à ce qu'il mette ses appareils. C'est comment il s'appelle, Christophe. Et maintenant il les met. Et maintenant il revit. Mais il lui a fallu du temps pour les mettre. Après, je comprends que ça soit pas glamour de porter des appareils auditifs quand on est un homme ou une femme. Un homme plus parce qu'il a les cheveux courts, donc ça se voit un peu plus. Mais c'est vrai que les personnes qui portent des appareils, dans la tête des gens, c'est les personnes âgées. Et quand on voit une personne plus jeune avec des appareils auditifs, bah ça ramène à l'handicap, quoi. Et du coup, on n'a pas toujours cette, faut passer le pas, quoi. Faut le regard des autres. Moi, je sais que, enfin, moins maintenant parce que c'est moins tabou. Mais quand j'étais encore à Paris, moi j'ai fait de la danse classique, donc j'avais le chignon avec les cheveux bien tirés, donc on voyait bien mon appareil. Et dans le métro, je voyais les gens qui étaient, elle porte un appareil, voilà. Enfin, ils se moquaient, donc ils se moquaient parce que je portais un appareil, mais par contre on se moque pas quand on voit des gens à lunettes, donc voilà, c'est comme ça. J'en parlais encore cet après-midi, mais c'est là où tu vois la différence de traitement social entre des objets techniques de compensation de handicap, mais qu'il y en a qui sont socialement acceptés comme les lunettes, bien que les prothèses, non, alors que c'est du même niveau et que finalement il y a peut-être une lueur d'espoir. S'il y a 50 ans, les lunettes n'étaient pas acceptées, dans 50 ans, peut-être que les prothèses le seront. On peut espérer ça. Moi, je voulais revenir sur cette notion d'avoir des prothèses et en tendance, ça fait vieux. Est-ce que tu penses, Anaïs, que c'est une des raisons pour laquelle on ne te croit pas ? Peut-être, ouais. Peut-être. Je viens de me souvenir qu'en montrant mon appareil, on m'a dit « Mais non, mais c'est des écouteurs ». Bah non, c'est pas comme ça, des écouteurs. C'est un appareil auditif. Oui, oui. Moi, on me ramène souvent à le fait d'être une vieille dame. Mais je trouve ça plutôt cool d'être une vieille dame sur scène alors qu'il fait du stand-up. Et non, c'est... Ah, un sketch en ambulateur. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, comme je vous ai dit, je le vis hyper bien et j'arrive à avoir des petites phrases pour gentiment remballer les gens sur ça, sur les prothèses auditives. Mais moi, j'en suis super fière. Mais je voulais juste rajouter que c'est vrai que je sens ma différence, par exemple, à la piscine avec des amis. Il y a le truc de non, moi on me jette pas dans l'eau, j'ai un appareil, ça c'est génial. Mais il y a le truc de une fois que tu l'enlèves pour aller te baigner, et ben là je retourne dans ma bulle, sauf que je l'ai moins décidé, quoi. Je parlais de la bulle, tu entends parler aussi de confort et de silence et de calme. Ouais, quand on est à la piscine avec des copains, c'est vraiment les seuls cas. Le seul moment où je me dis c'est un peu embêtant. Ouais. En général, c'est avec des copains et ils le savent très bien et ils font attention. Mais c'est là où je me dis là je le sens que je suis
que j'ai une petite différence par rapport aux autres. Mais sinon... Que t'es obligé de faire des choses particulières que les autres n'ont pas à faire. C'est un petit peu comme moi, quand je fais dans une piscine municipale, on doit m'aider à aller à l'eau. Là aussi, c'était un endroit que j'avais adapté selon mon handicap, j'en avais pas besoin. Ouais. J'aimerais revenir sur une notion dont tu parlais tout à l'heure, Camille, par rapport à des avantages. Ça m'a fait rappeler aussi ce que vous disiez pendant la préparation. Vous avez parlé de privilèges, que c'était un handicap privilégié. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur cette notion? Pourquoi ça serait un handicap privilégié d'être malentendant? Alors parce que d'abord on est dans une société où la pollution sonore elle est énorme. Je sais pas si les gens se rendent compte, mais partout où vous allez, vous avez du bruit tout le temps. Vous rentrez dans un magasin, la musique à fond. Vous allez dans un restaurant, c'est bruyant. Vous allez dans les magasins, enfin partout, dans le tram, dans le. Il n'y a pas un endroit à part une forêt très isolée. On entend tout le temps quelque chose. Donc c'est vrai que c'est un peu. Enfin moi, ça me fatigue. Alors je sais pas si c'est parce que je suis malentendante que ça me fatigue plus. Mais j'ai l'impression que c'est pas normal d'entendre tout le temps des choses. Donc moi je dis que c'est un avantage parce que on peut, si j'ai envie, couper. Par exemple, moi quand je rentre dans un magasin, je coupe tout le temps la musique, enfin l'appareil. Pourquoi? Parce que j'ai envie de me concentrer sur ce que je fais dans le magasin. Si je dois acheter quelque chose, je veux me concentrer. Et si j'entends plein de bruit et tout, ça me perturbe. Et aussi parce qu'il y a des enfants des fois qui crient et comme les parents les laissent crier. Et ben du coup je suis obligée de couper parce que c'est juste insupportable parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure je suis hyperacousie donc le bruit est très très dur à gérer. C'est-à-dire qu'une bouteille qu'on va compacter devant moi, à côté de moi, c'est horrible mais vraiment horrible. Oui. Oui, enfin tu dis que c'est de l'hyperacousie mais c'est surtout l'appareillage qui déforme les bruits de fond, qui amplifie les bruits de fond qui les rendent très désagréables. Peut-être pour un entendant, ces bruits sont plus faciles à accepter, ils sont plus naturels. Moi, je pense plutôt ça. Oui, non, mais c'est sûr. Faut pas oublier qu'un appareil auditif, c'est un amplificateur. Oui. Donc forcément, il va amplifier tous les bruits de la vie courante. Donc forcément, une bouteille qu'on va compacter, c'est quand même bruyant. Hein. Enfin, je pense que même une personne qui entend bien, on vous fait ça à côté, ça vous fait pas rien. Donc imaginez une personne qui a un ampli dans l'oreille, c'est multiplié par beaucoup. Je sais pas beaucoup bien, mais. Mais est-ce que tu as pas plusieurs positions à ton appareil pour Rama? Alors oui, j'ai plusieurs programmes, mais sauf que, si tu veux, quand on a quelqu'un qui fait du bruit à côté, le temps que tu cherches d'où ça vient, qui c'est, tu peux pas passer ton temps à changer tout le temps les programmes. Moi, le programme que j'utilise le plus, c'est on arrête tout. Voilà, c'est ma sécurité. Voilà, c'est comme le frein à main d'une voiture, quoi. D'après ce que je viens de comprendre, là, on est en train de parler d'amplification de bruit, c'est bien ça? Oui. Ouais. C'est justement à cause de ça que j'ai une inflammation à l'oreille droite. C'était en octobre 2022, c'est récent. J'étais dans le tramway, il y avait des jeunes qui faisaient un peu de cahuts. Bon. Et je sais pas pourquoi, ma prothèse auditive que je portais à ce moment-là s'est mis à augmenter le son, en point que j'avais l'impression de retrouver ma tête dans un haut-parleur. D'accord. Et dans les heures qui ont suivi, je me suis rendu compte que je comprenais plus rien de ce qu'on me disait. On aurait aussi bien pu me parler en chinois. En fait, mon audition avait baissé. C'est venu comme ça, d'un coup, sans, voilà. Et depuis, ça a basculé. Avant, je pouvais téléphoner, maintenant, je peux plus. Il y a des sons que je perçois plus, il y a d'autres que je perçois encore. Bon, enfin, l'audition, c'est bizarre, hein. C'est-à-dire que je vais même apercevoir des sons que je percevais pas avant, et inversement, je ne perçois plus des sons que je percevais avant. Alors après, à l'hôpital, ils m'ont suivi, ils m'ont dit, la seule solution pour retrouver encore une bonne audition, c'est l'implant cochléaire. Je l'ai depuis, ça va faire 3 mois qu'ils me l'ont allumé, il est à gauche. Je me le suis fait mettre à gauche parce qu'on m'a dit, si on vous opère de l'oreille droite, celle où vous entendez, et que ça marche pas, vous devenez complètement sourd.
Alors j'ai dit, bon, on va prendre la gauche alors. Et depuis, je perçois les impulsions électriques, l'implant est bien mis, le nerf auditif marche. Je perçois quelques premiers sons, même une télécommande, j'appuie sur le bouton, ça fait clic, clic, clic. Je les perçois vaguement. Mais au niveau des sons et de la parole, c'est pas encore ça. Il faut des mois et des mois de, orthophonie, voilà. Voilà, j'en suis, bon. Mais alors, ce que je comprends pas, c'est que mon appareil auditif s'est mis à augmenter le son jusqu'à la folie, jusqu'à me faire griller l'intérieur de l'oreille, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Parce que il m'est déjà arrivé d'être dans un endroit bruyant, c'est pas pour autant que l'appareil a augmenté le son jusqu'à me griller la cervelle. Or, si vous avez une explication là-dessus, pourquoi la prothèse auditive arrachée comme ça vous est jamais arrivé? Non. Moi, ça m'est jamais arrivé. Mais de tout ce que vous dites, il me semble, j'ai dit tout à l'heure que j'étais pas médecin, mais pour en avoir vu beaucoup, j'ai l'impression que tout ce qui concerne l'oreille, l'ORL, particulièrement le tympan et l'audition, les médecins, il y a plein de choses qu'ils comprennent pas, qu'ils savent pas, qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Moi, je sais qu'on m'a proposé des opérations. Oui, mais il y a beaucoup de gens à l'approche. Bon, moi, j'ai 50 ans, je viens de les avoir. Ouais. Alors, avec l'âge, je livre aussi que, on est handicapé au départ, et puis après, avec l'âge, ça se fragilise. Ouais. J'ai vu plusieurs personnes qui ont perdu de l'audition au même âge, hein, ouais. À 45, 50. Ça peut aussi expliquer. Hein. Oui, c'est possible. Mais c'est vrai que je sais qu'il y a des médecins qui ne peuvent pas expliquer. Des fois, enfin, pour une reconstruction du tympan, on m'avait dit il y a quelques années, aujourd'hui c'est beaucoup plus sûr. Il y a quelques années, ils avaient dit à mes parents, il y a une chance sur deux que ça fonctionne. Si ça fonctionne, elle récupère de l'audition. Si ça fonctionne pas, on peut pas l'expliquer, mais elle perd tout. Donc mes parents ont dit, ok, on fait pas cette opération. Mais c'est très, très vague, ils savent pas exactement de quoi sont paumés, quoi. Ça en retournerait plus que nous. Mais en fait, il y a plusieurs choses. Premièrement, que ça soit les médecins, les audios, les orthos, enfin tout le milieu autour de l'ORL, ce sont des entendants. Hein. Donc ils ne savent pas ce que c'est que de mal entendre. Même s'ils travaillent dessus, même s'ils font des opérations, même s'ils connaissent, ils ont fait des études, ça reste des entendants. Et après, c'est chaque personne a une audition différente. Même chez les entendants, vous avez les personnes qui entendent plus ou moins bien. Il y a des gens qui entendent très très bien, même ce qui se passe derrière une porte. Voilà. Et puis il y en a, ils ont besoin de tendre l'oreille, mais ça ne veut pas dire que ce sont des personnes malentendantes. C'est des personnes entendantes qui entendent moins bien. Voilà. Et l'oreille, c'est très complexe. Le système ORL est très complexe. Même quand vous avez un problème à une dent, ça peut avoir des répercussions sur l'audition. Enfin, c'est très complexe. Et après, c'est vrai que ça évolue énormément. Bientôt, les implants, on pourra, grâce à un implant, on pourra connaître votre tension avec une application sur le téléphone. Enfin, ça va vraiment hyper loin. Donc, on va évoluer, c'est sûr. Même les appareils auditifs, demain, ils ressembleront à des iPods. Hein, ça sera plus des contours comme on a aujourd'hui, ça sera des iPods. Oui. Du coup, oui, allez-y. Ah. Du coup, je sais plus où j'en étais. Que ça évolue hyper vite. Oui, que ça évolue énormément et que les appareils auditifs se confondront dans le décor à terme. Et peut-être qu'il n'y aura même plus d'appareils auditifs. Ça sera peut-être juste, je sais pas, peut-être un truc tout petit. Enfin. Oui, je sais pas. Ouais. Moi, j'avais parlé de l'oreillette là. Oui, voilà, c'est ça. Oui, non, mais de toute façon, c'est. Ouais. Bon, ça me fait. On trompe ta question après, mais ça me fait plaisir ce que tu me dis qu'en fait les ORL, les médecins, ça reste des entendants. Donc finalement, il y a un biais validiste qui est présent. Et ça, dans tous les handicaps, je pense, l'ironie, c'est que c'est des personnes valides qui vont s'occuper de ton handicap et qui vont être considérées comme experts. Mais qu'il faut prendre en compte aussi l'expérience vécue de la personne et que la situation n'est jamais la même. Oui, non, mais c'est sûr. Mais moi, on me demande souvent, mais enfin, en tant que présidente d'association, mais alors qu'est-ce que vous allez apporter? Enfin, moi, je suis une personne malentendante, donc qui d'autre qu'une personne malentendante ou implantée, appareillée, peut conseiller une autre personne qui a peur de l'implant ou voilà.
Enfin, on est passé par là, on sait ce que c'est, on le vit au quotidien, donc on est bien plus informé qu'un orthophoniste ou un ORL ou même un chirurgien. Le chirurgien, bah oui, c'est sur la technicité, sur l'opération proprement dit, oui, il va être plus calé que moi, c'est évident, mais ça reste de la mécanique. On a une question ici. Oui, merci. J'ai juste une note. J'ai la question et une note. Donc, juste une note pour rapport à ce qu'a dit le monsieur. Comme les implants sont considérés des dispositifs médicaux, j'encourage les gens à notifier l'Agence nationale de sécurité des médicaments, la NSM, par rapport à tout dysfonctionnement qui arrive chez ces appareils-là, puisque ces types de dysfonctionnement et des effets indésirables qui permet de retirer les dispositifs qui sont mauvais de marché et de laisser les dispositifs qui marchent bien. Donc c'est très important et c'est quelque chose qu'on oublie souvent quand on a un souci, que ce soit avec un médicament ou un dispositif auditif, etc., de regarder le fabricant, le vendeur, il devient notifié à l'agence nationale, la NSM, il y a un site internet pour faire ce type de notification. Et puis, j'ai une autre question. Est-ce que votre situation vous a mis dans une occasion, notre soit une situation de danger ou une situation de perte d'information pour une personne qui est entendante? Par exemple, je réfléchis beaucoup à ça quand j'entends le tramway ou le train et qui donne les infos qu'il y a une grève ou une sorte de retard, etc., mais qui n'est écrit nulle part. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous affecte, que vous a déjà affecté? Oui, c'est sûr qu'on loupe des informations. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai redoublé une classe. Parce que c'était comme je vous ai raconté, on n'avait pas conscience que j'étais malentendante encore. Et j'ai loupé toutes les informations de l'année, par exemple. Et le danger, bah oui, on en parlait, conduire. Oui. C'est plutôt dangereux pour nous. Même si on a la tête partout et on est, j'imagine, 4 fois plus vigilante, c'est déjà assez dangereux. Et dans la rue, moi, je suis super contente pour l'écologie, mais pas très contente pour mon audition et mon danger des voitures et scooters électriques. On les entend pas du tout. Autant, tout le monde dans la salle hoche la tête. Et même de conduire une voiture électrique qu'on n'entend pas. Moi, je peux pas. J'ai pas fait. Mais ouais, ça c'est les plus grands dangers en ce moment. C'est les Nicolins là qui tracent en centre-ville. Nicolin qui s'occupe des poubelles. Ils sont en électrique. C'est super pour la planète. Mais c'est vrai que maintenant en centre-ville, je fais attention même dans les zones piétonnes. Parce que ce genre de petits véhicules électriques et les motos, ils passent. Enfin, les motos et les scooters électriques, ils passent. Du coup, je redouble de vigilance dans les endroits piétons. Les trottinettes électriques aussi, quand elles sont arrivées, waouh! Surtout qu'elles vont très, 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 très vite. Il m'est jamais arrivé d'accident, je touche de la peau de singe. Mais le danger est vraiment présent parce que ces gens-là vont très vite
et on les entend pas, quoi. Moi, j'ai manqué plusieurs fois de m'en prendre, surtout les véhicules. Moi, c'est les véhicules. Mais c'est super pour l'écologie, voilà. Bien pour un mal. T'as parlé de hypervigilance, ça me rappelle aussi quelque chose dont on avait parlé pendant la préparation, qui est un peu comme, je dirais, un avantage. C'est que tu parles d'hypervigilance où tu fais beaucoup plus attention aux autres, où tu remarques des choses que les autres ne remarquent pas forcément, et notamment si d'autres personnes sont malentendantes alors que même eux ne le savent pas, parce que tu vois des réflexes, tu vois des gens qui s'avancent, qui froncent les sourcils, ou ça, je t'en avais parlé de copains que je dis, mais non, mais toi t'entends pas, c'est pas possible, dans des situations où on est tous autour de la table, et moi je sais que j'entends moins bien, et je vois les copains qui agissent et qui disent des grands comment, pourquoi, quoi. Lui, je lui ai dit d'aller voir un ORL. Effectivement, il était pas malentendant, mais il avait une petite baisse d'audition là. Et quant à l'hypervigilance, oui, je voulais revenir sur ce que je disais au tout début du podcast. Qu'on surinterprète les réactions du visage, et j'ai eu l'occasion de voyager dans plusieurs pays. En ne comprenant pas la langue, je me suis rendu compte que c'était pas le plus important, en fait, la langue, dans les discussions, dans des échanges sociaux, qu'on pouvait déceler plein d'autres choses que les mots qui sont dits. Et c'était d'ailleurs une blague avec des copains turcs. Je parle pas du tout turc, mais j'aimais bien être avec eux, parce qu'ils sont relativement expressifs, et j'arrivais à deviner, pas exactement le sujet de la conversation, mais de quoi ça parlait. Est-ce qu'ils étaient en train de rire? Est-ce qu'ils parlaient d'un sujet sérieux? Est-ce qu'ils parlaient comme on était dans un groupe de théâtre, est-ce qu'ils parlaient du travail? Est-ce qu'ils parlaient de quelque chose qu'ils avaient vécu? Ça, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais une sorte de super pouvoir. Quand je te dis qu'être malentendante, c'est un privilège. C'est ça que je me dis, en fait. Je ne savais pas avec qui je faisais du stand-up depuis le début, finalement. Wonder Manel un est super-héros, ouais. Nous avons une question. Ouais. Alors, j'ai une question, mais délicate. Donc, je me permets la remarque parce que je souffre moi-même de handicap invisible. Au moins 2 types de handicap. Tout à l'heure, Damien, tu as parlé, moi c'est une notion que je connais pas bien, mais de validisme, et tu disais qu'une personne valide, en fait, peut-être j'en rajoute, mais serait moins légitime qu'une personne en situation de handicap, et là pour le coup, quel que soit le handicap, dans le traitement du sujet. Et là, je pense à 2 choses. Du coup, ça exclut les autres. Ça m'ennuie, ça. Je pense que moi, j'espère être comprise dans mes difficultés par d'autres personnes que celles qui souffrent de ce dont je souffre. Et en tant qu'éducatrice de jeunes enfants de métier, que j'exerce plus depuis longtemps parce que je suis sur d'autres missions, mais c'est comme si on disait aux personnes qui n'ont pas d'enfants qu'ils peuvent pas travailler auprès d'enfants. Et je me pose, c'est une vraie question que je me pose. J'arrive à comprendre, en effet, que toi, ou qu'on ait envie d'être entendu, compris, accompagné par des personnes qui vivent la même chose, mais il y a des fois des bons professionnels qui sont pas dans la même situation, et il y a des bons pros de la petite enfance qui ne sont pas parents. Je me sens pas pour le coup concernée parce que je suis maman, mais voilà. J'ai un peu peur avec cette binarité. Oui. Oui. Non, mais je la comprends. Hein, mais je suis d'accord, c'est juste que pour moi, en fait, la binarité, elle a toujours été là du côté des personnes valides. Mais on ne prend pas en compte la vision des personnes concernées. Et donc pour moi, c'est qu'il y a toujours eu un manque qui est en train de changer, notamment par le patient expert, qui, je trouve, fait un travail de médiation qui en fait devrait accompagner les médecins autant que les médecins accompagnent les patients experts, parce que ils sont les 2 facettes d'une même pièce finalement.
ils sont pas ennemis. C'est pas ça que je voulais dire. C'est vrai que dans ma réaction, on pouvait comprendre ça, mais non, c'est juste que pour moi, il y a toujours eu un manque, une perte d'information. Justement, on en parlait tout à l'heure, mais là, c'est une perte de formation inconsciente parce qu'on prend toujours en compte la connaissance médicale, alors qu'il y a bien plus que ça. Il y a aussi la connaissance par expérience vécue, comme l'expliquait tout à l'heure Camille. Personne ne peut mieux rassurer une autre personne d'une opération qu'elle a vécue elle-même. Un médecin, il pourra lui expliquer tout ce qu'il veut, il pourra jamais faire ça. Donc, c'est juste que pour moi, il doit avoir des duos. Donc, non. Et puis après, je te rejoins aussi quand tu dis qu'il y a des gens qui sont très bien. Il y a des médecins qui sont très bien, comme on dit dans le féminisme, #not all médecin. Il y a aussi des médecins qui sont très bien. Oui, bien sûr, on n'est pas là en train de casser du sucre sur les gens qui font des métiers. Non, bien sûr. Genre, je connais des audioprothésistes qui sont super. Mais tu l'as très justement dit dans ta phrase, tu as dit des fois, il y a des professionnels très impliqués et je suis d'accord avec ce des fois. Je suis d'accord que c'est pas la généralité, mais oui, non, c'est pas la généralité, mais oui. On parle d'une liste de médecins safe pour les femmes, mais il y a aussi une liste de médecins safe pour les personnes en situation de handicap et on pourrait faire des listes différentes pour chaque type de handicap. On parle de liste safe pour les personnes racisées, pour les personnes en obésité, parce que des fois là aussi il y a des biais validistes dans le monde médical où souvent les médecins vont faire des diagnostics par rapport à ton handicap et pas par rapport à ce que tu as réellement et où ton handicap serait la cause de tout, alors qu'en fait on ne sait rien de ton handicap. Moi j'ai une maladie rare, c'est la porte ouverte à tous les diagnostics, hein. C'est moi, tout ce qui m'arrive, ça vient de là. Non, c'est pas si simple. Une autre question. Moi, je rebondis à ce que vous avez dit, parce que c'est vrai que la parole des handicapés, des personnes en situation de maladie, au sens plus large, elle a tellement été prise peu en compte que maintenant il y a comme une espèce de libération de la parole. Voilà, on a envie que notre voix soit portée, soit entendue. Donc peut-être il peut y avoir un petit peu d'excès dans nos propos en parlant de biais validistes, je sais pas. Mais bon, le biais validiste. Je connaissais pas ce terme, mais il est là. C'est un fait. Une personne qui ne connaît pas un professionnel, un médecin ou un soignant qui ne vit pas le handicap, bon, il a son point de vue, c'est comme ça, forcément. Donc il faut que les deux soient complémentaires. Il faut que la parole du handicapé, du malade, soit vraiment entendue. Et il serait temps, je voudrais dire, voilà. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Il nous reste 10 minutes. Il y avait un sujet dont on a un peu parlé en préparation qui me tient un peu à cœur de parler. C'était de la situation d'être femme et malentendante. On a parlé de différentes choses durant la préparation. Et est-ce que vous pouvez un petit peu parler de ça ? Comment se couplent ces deux situations d'être femme et d'être malentendante ? Quelle bonne question. C'est pas différent d'être un homme malentendant, mais c'est vrai qu'une femme se doit d'être parfaite, je sais pas, plus... Voilà, donc c'est plus délicat, on va dire. Moi, je sais que par exemple dans le milieu professionnel, déjà d'être une femme, c'est pas simple, mais en plus malentendante. Donc ouais, moi, j'ai pas toujours dit que j'étais malentendante. Voilà, j'ai même menti parce que sinon j'aurais pas eu les postes que je voulais. Donc voilà. Mais est-ce que c'est parce que peut-être si je l'avais dit, ça aurait marché aussi. J'ai un doute, mais je crois pas. Mais bon, c'était mon choix en tout cas, pas le tien, je sais, mais. Non, moi, au-delà de l'aspect uniquement physique, c'est plus comme j'entends pas.
et que quand on commence un nouveau job, par exemple, on a envie d'être parfaite et de bien faire, et c'est sûr qu'il y a des informations que je loupe parce que j'entends pas, donc je pense à la restauration, par exemple, c'est un taf que j'ai fait dans lequel il y a beaucoup de bruit, la cuisine, la salle, tout ça. Effectivement, j'ai loupé des infos et je passais un peu pour ça fait comme je vous disais, quand j'étais petite, j'étais dans la lune. Maintenant que je suis adulte, je suis juste idiote en tant que femme. Elle est blonde, celle-là, elle comprend rien, elle entend rien. Enfin, elle comprend rien jusqu'à ce que je dise j'ai oublié de mentionner qu'effectivement j'entendais très mal. Et du coup là, ça fait les gens rétropédalent en disant oui, pardon, je te présente mes excuses. T'es pas idiote en fait, c'est juste que t'avais pas entendu cette information très importante. Mais sinon, moi, j'imagine que vous avez compris maintenant, mais je le vis hyper bien. Oui. En tant que femme malentendante. C'est aussi pour ça que t'es là, c'est parce que tu le vis hyper bien et que tu peux en parler. Mais t'as dit un truc aussi pendant la préparation que moi, là, je trouve ça intéressant de le mentionner. Aussi, c'est que t'as mis du temps à te reconnaître handicapé. Là, je m'éloigne un peu du sujet des femmes, mais on va y revenir. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, que tu as mis du temps à te reconnaître handicapé? Est-ce que ça vient de ce fait que c'est pas un handicap extrêmement reconnu parce que vous êtes entre les sourds et les entendants? Est-ce que ça vient aussi du milieu dans lequel tu as grandi parce que tes parents ne te l'ont jamais fait sentir finalement cette différence? Aussi. Ouais, c'est vrai que jusqu'à ce que je pose mes fesses sur ce fauteuil, je me sentais toujours pas légitime de participer à cette conférence, alors que je suis vraiment malentendante. Mais comme tu dis, j'ai toujours été bien entourée, considérée comme tout le monde, pas mis de côté, pas mise de côté forcément. Mais c'est vrai que ça fait pas très longtemps que je me dis oui, je suis atteinte d'un handicap qui peut mettre un frein sous certains aspects de ma vie. Je fais en sorte que non. Aujourd'hui, c'est terminé. Je le dis tout de suite maintenant. Je n'ai pas envie qu'on me prenne pour une idiote ou qu'il y ait des malentendus. Donc je le dis tout de suite, je l'assume, je le vis. Mais comme j'étais pas entourée, j'avais pas de malentendants autour de moi, même de personnes en situation de handicap tout court, qu'elles soient visibles ou invisibles, je me suis pas considérée jusqu'à il y a très récemment comme une personne en situation de handicap. Jusqu'à commencer le stand-up et chercher dans des traumas pour en faire des blagues et de me dire oui, il y a ça qui est intéressant, surtout à dire. Enfin, c'est pas un propos, je veux pas en faire un sujet central de mon propos, mais je trouve ça hyper intéressant de le dire devant une salle de 80 personnes d'entendants, de dire les situations un peu drôles que ça a créées, ou de dire on existe aussi. Et regardez, on est dans la vie en vrai. Je vous l'aurais pas dit, vous l'aurez pas su. Et ça, j'aime bien quand les gens se remettent un peu en question, enfin les entendants se remettent un peu en question et viennent même m'en parler en sortant de scène. Je me dis cool, ça, ça a marché, ça c'est rentré dans la tête de quelqu'un, dont la mienne principalement. Donc ouais. Amen à ça. Tu veux rajouter quelque chose, Camille? Alors oui, je te rejoins effectivement. C'est vrai que quand tu n'entends pas bien. Tu comprends pas bien, donc forcément souvent en tant que femme, surtout blonde, tu passes vraiment pour une fille un peu légère, quoi, un peu bête. Mais elle est vraiment. Alors bête. Enfin, quand j'étais jeune, un peu conne, voire très conne même des fois. J'ai pas voulu dire ce mot, mais c'est celui-là auquel je pensais, oui. Ouais. Et après, alors maintenant moins conne parce que j'ai un peu vieilli, mais c'est plus froide, distante, arrogante. Parce que j'entends pas bien, donc du coup je prends des fois j'entends, mais je comprends pas. Alors je suis là, pardon. Est-ce que je vais pas dire une connerie, ma réponse? Donc du coup je dis rien et je passe pour quelqu'un de froide et distante et pas sympa. C'est intéressant ce que tu dis parce que le fait de pas entendre, t'as l'impression que t'es hautaine, etc. Donc tu es pas du tout. Et si moi je prends un parallèle direct avec moi, quand je suis fatigué, je peux être plus agressif, je peux parler de manière plus sèche, et alors que c'est pas moi, quoi. Et c'est rigolo, cette perception que peuvent avoir les gens, ta communication non verbale, alors que c'est une des expressions de ton handicap, finalement. Alors après, ça vient peut-être du fait que je le dis pas.
Et en même temps, je vais pas passer ma journée à dire à tout le monde autour de moi, je suis sourde. Donc je vis, et puis après, voilà, il se passe des choses voilà. C'est ton droit de pas le dire. Par exemple, là, tout à l'heure, le monsieur qui est tombé, que j'ai aidé, il me parlait, en plus il était très âgé et il avait une petite voix. Je comprenais rien de ce qu'il me disait, je l'entendais qu'il me parlait, mais je dis, qu'est-ce que vous dites, monsieur? Bon, ben, je dis, vous savez, je suis sourde, hein, j'entends rien. Il me dit, ah, mais pourtant vous êtes bien jeune. Je dis, oui, mais non. Oui, il avait 90 ans, Voilà, le monsieur. On y revient encore à ce biais de l'âge. Tu es trop jeune, trop vieille. Alors, je voulais dire un truc aussi, et tu m'as fait penser, enfin, tu m'as donné l'idée, c'est que ça s'est beaucoup dédramatisé, l'audition. On a fait des films sur l'audition, il y a des dessins animés maintenant avec des petits personnages qui ont des implants, des appareils auditifs, tout ça, donc on le voit quand même de plus en plus. Et il y a eu un film il y a pas très longtemps, ça s'appelait, je sais plus comment, et le monsieur avait une paire d'auditions et il portait un appareil, et en fait tout ce qui se passait dans ce film, il est passé il y a pas longtemps à la télé, et en fait c'était vraiment, j'avais l'impression de me voir. Je dis mais c'est exactement ça en fait. Enfin ils ont fait un film réel, enfin un film concret, enfin pas exagéré. Oui, pas comme La famille Bélier par exemple. Non, alors ça c'était Les Signants. C'est encore autre chose. Mais là, c'était vraiment sur l'appareil auditif. C'était il y a un mois ou deux, c'est passé à la télé. Et j'étais surprise par le scénario, parce que je dis, ah ben enfin, c'est vraiment ça. On essaiera de vous retrouver ça en référence, en description de l'épisode. Ouais. Voilà. Okay. Pour finir, on va revenir sur cette situation de femme, notamment par rapport aux hommes. Tu me racontais une situation que je trouve oui. affolante. Est-ce que tu veux bien nous la partager? Oui, non, mais c'est sûr que un homme, il voit une femme, c'est pas, ça va. Après, si tu commences à lui dire que j'ai un handicap, alors il cherche. Qu'est-ce que t'as? D'abord, il cherche, alors il regarde en dessous pour voir si j'ai les jambes, enfin pour voir si je suis pas en fauteuil, ou voilà. Il dit, ça va, elle est pas en fauteuil. Et je lui dis, cherche. Et donc il trouve pas. Et après, quand je montre mon appareil, parce qu'on me croit pas, hein, bien sûr, hein, comme je parle tout à fait normalement, donc on me croit pas. Donc je montre mon appareil. Et je dis, non, par contre, ça va pas le faire. Peut-être pas là aussi, mais ça va pas le faire. Je sens dans son regard, qu'il va pas l'assumer. Donc c'est encore tabou. C'est là où je me dis, c'est encore tabou. Alors, je vous parle de ça, c'était il y a quelques années maintenant. Mais c'est vrai que dans les moments intimes, alors justement dans ce fameux film, il a peur de tomber amoureux d'une femme, parce que je se dis comment je vais lui montrer que je suis sourd en fait sur mon appareil. Et donc il lui pose une question, est-ce que tu parles quand tu fais l'amour? Et donc elle lui dit pour dire quoi? Donc ça le rassure. Parce qu'il se dit, c'est bon, je pourrais enlever mon appareil et ça se passera bien. Moi, par contre, j'ai besoin d'entendre, même quand, voilà. Donc, du coup, c'est un peu délicat quand on le dit pas à la personne, parce que forcément, à un moment, on le voit et ça peut déstabiliser, quoi. Ouais. Ça peut déstabiliser, mais comme je te disais, un homme qui est pas capable, enfin dans ton cas, c'est un connard, non, c'est un connard. Voilà, c'est ça. Il te mérite pas du tout, enfin, tu vois. On y revient. Quelqu'un qui comprendrait pas ça, ouais, dans mon cas, c'est ciao direct. Hein, mais c'est pas pareil quand on rencontre quelqu'un qui est valide et qui devient handicapé, parce qu'on l'a connu avant, donc c'est pas pareil. Mais quand vous rencontrez quelqu'un qui a un handicap et que vous avez pas quelqu'un que vous connaissez pas cet handicap, que ça vous fait peur, que vous posez des tas de questions. Ça peut freiner, quoi. Ça peut, voilà. Mais bon, après. Moi, je trouvais ça affolant la manière dont tu nous l'as raconté, où un homme pouvait te parler et chercher à te séduire justement, il voit l'appareil, et là, il y a un switch complètement qui se fait où le dégoût finalement. Et je trouve que ça fait un lien direct avec l'épisode précédent où Marianne Mulacosé nous parlait de sa situation de femme racisée et amputée des mains, où elle nous parlait d'une situation similaire dans une gare où un homme s'est approché d'elle
où elle sentait qu'elle était objet de séduction, juste au moment où il voit ses mains amputées, et là, l'horreur, et il s'est permis de lui dire, mais t'as pas pensé à mettre des prothèses parce que ça fait peur quand même. Oui, non, mais ça, après, c'est. Il y a des connards partout, ouais. C'est pas. Enfin, c'est vrai qu'il faut assumer. Hein. Moi, je sais pas si j'assumerais. Hein, franchement, si une personne en situation de handicap. Enfin, oui, parce que moi, je suis tolérante et bienveillante, donc si je tombe amoureuse de quelqu'un qui a, alors autant, parce que moi j'ai une cicatrice quand même de là à là, hein, c'est bon, voilà. Alors, autant on trouve ça mignon, enfin charmant, attendrissant, mais mon appareil, je sais pas, ça passe pas. Moi, en tout cas. Oui, je pense que c'est différent pour chaque personne et c'est aussi une manière de réagir, même quand on est une personne en situation de handicap soi-même, ça reste une réaction humaine qu'on doit aussi apprendre à apprivoiser, à dompter, parce que même moi, je me suis posé cette question avec d'autres personnes ayant d'autres types de handicap, mais je pense que c'est une notion aussi de temporalité, il faut se laisser le temps. Moi, je pense que souvent, les gens, ils font des bêtises parce qu'en fait, ils paniquent. Ils disent « Ah, mon Dieu, je dois faire quelque chose là, de suite. » Et finalement, faut... Et aussi, je voudrais rajouter, c'est le regard des autres. C'est-à-dire que même si la personne, elle franchit le pas, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres, ses amis, son entourage? Qu'est-ce qu'ils vont penser de lui s'il se met avec une fille avec un handicap? Voilà, je pense qu'il y a ça aussi, c'est la peur de la réaction de son entourage. Je pense que ça fait un bon point final pour cette conférence et un joli lien pour la conférence du mois prochain. Donc, je souhaite remercier mes invités, Anaïs et Camille, d'avoir été ici ce soir. Merci à toi, Damien, de nous avoir invités. Et merci à vous d'avoir posé des questions. C'était super chouette de passer ce moment avec vous. Merci beaucoup à Thaïs pour la traduction à l'SF. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour la première conférence de l'année 2024 qui sera les relations intimes entre hommes et femmes ou des personnes, hommes et femmes en situation de handicap qui viendront parler de leurs relations intime avec autrui. Donc ça sera le vendredi 19 janvier de 20h à 21h30 exceptionnellement. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée, bonne fête de fin d'année. Vous pourrez retrouver cet épisode sur YouTube, sur les applis de podcast et sur le site de Radio FM+. Et n'hésitez pas aussi à aller soutenir l'association sur Hello Assour, à Dear Big People. Merci à tous, bonne soirée. Merci Damien. Merci. Dear Valide people. dear Valide people.